Ce film de 1964 n'a pas seulement défini James Bond, il a inventé le blockbuster moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et nous voilà, 60 ans plus tard, à déterrer les secrets qui se cachent derrière l'une des productions les plus influentes de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, on vous apporte 21 anecdotes que vous ne connaissiez probablement pas sur Goldfinger, avec un bonus à la fin qui me laisse encore sans voix, d'un méchant qui ne comprenait pas un seul mot de ce qu'il disait à une chanson qui a failli tuer son interprète, en passant par un décor si précis qu'il a mis sur les nerfs les services de sécurité du gouvernement américain. Voici l'histoire derrière l'histoire. Numéro 21. La chanson qui aurait pu sonner comme Breakfast at Tiffany's. Quand les paroliers Leslie Bricusse et Anthony Newley reçurent la commande d'écrire le thème de Goldfinger, ils échangèrent un regard complice, sourirent et se mirent à chanter Goldfinger, plus large qu'un kilomètre, sur la mélodie de Moon River, la chanson de Breakfast at Tiffany's. La réaction du compositeur John Barry fut, selon toutes les versions, tout sauf amusée. Il rejeta l'idée sur le champ et se battit avec force pour obtenir quelque chose de plus sombre, de plus percutant et de plus dramatique. La référence qui finit par s'imposer fut Mac the Knife, le standard de cabaret à l'atmosphère intimidante et sinistre que le réalisateur Guy Hamilton avait suggéré comme point de départ. Ce changement de cap nous a donné le thème majestueux, puissant et démesuré que tout le monde connaît aujourd'hui. Si Barry n'avait pas écarté cette parodie de Moon River dans les 5 premières minutes, le thème de Bond le plus iconique de l'histoire aurait pu ressembler à une paisible promenade au bord de l'eau. Parfois, la grandeur n'est qu'à une mauvaise idée du désastre. Numéro 20. Le sbire de la scène d'ouverture était un vrai criminel. La séquence pré-générique de Goldfinger montre Bond affrontant un sbire nommé Kapungo dans un combat spectaculaire. L'acteur initialement engagé pour le rôle n'a jamais mis les pieds sur le plateau, car il avait été arrêté pour vol. C'était littéralement un vrai voleur, interpellé avant même de pouvoir jouer un criminel à l'écran. Le cascadeur Alf Joint prit sa place au pied levé. Joint se brûla la jambe pendant le tournage de la séquence, ce qui l'ajoute à la liste des blessés sur ce film. Entre la main brûlée de Sakata et la jambe brûlée de Joint, Goldfinger aurait très bien pu être le tournage de Bond le plus physiquement éprouvant de toute la saga. Numéro 19. Connery apprit à jouer au golf pour le rôle. La scène de golf entre Bond et Goldfinger est l'une des séquences les plus célébrées du film, un duel d'intelligence déguisé en sport de gentleman. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Sean Connery n'avait jamais joué au golf avant le tournage. Il apprit le sport spécifiquement pour Goldfinger, s'entraînant intensément au club de golf de Stoke Poge, là où furent tournées les scènes. L'expérience lui laissa une empreinte durable. Connery devint un passionné de golf pour le reste de sa vie et le sport devint l'un de ses loisirs les plus connus. Aujourd'hui, un bar sur le thème de James Bond existe dans ce même club. Un hommage on ne peut plus approprié à la scène qui a tout déclenché. Parfois, un film ne change pas seulement la carrière d'un acteur, mais toute sa vie. Numéro 18. Ian Fleming visita le tournage et mourut avant la sortie du film. Ian Fleming, le créateur de James Bond, visita le plateau de Goldfinger au studio Pinewood en avril 1964, durant les dernières étapes de la production. À cette époque, Fleming était déjà gravement malade, souffrant de problèmes cardiaques aggravés par des années de tabac et d'alcool. Selon les témoins présents, il prit un immense plaisir à voir sa création prendre vie à une telle échelle. Moins de 4 mois plus tard, en août 1964, Fleming mourut d'une crise cardiaque à 56 ans. Il ne vit jamais le film terminé. Goldfinger sortit le 17 septembre 1964 au Leicester Square Cinéma de Londres, à peine quelques semaines après son décès. Avec une ironie douce amère, le film qui allait transformer sa création en phénomène mondial arriva trop tard pour que son propre créateur puisse en être témoin. Numéro 17. Les plaques d'immatriculation pivotantes sont nées d'une amende de stationnement. L'arsenal de gadgets de l'Aston Martin de Bond est devenu légendaire. Mitrailleuse, siège éjectable, bouclier pare-balles, lame dans les roues. Mais l'une de ses fonctions les plus ingénieuses, les plaques tournantes permettant à la voiture de changer d'identité en quelques secondes, est née de la source la plus banale qui soit.
Le réalisateur Guy Hamilton venait de recevoir une amende de stationnement qui l'avait mis de fort mauvaise humeur. Cette frustration lui donna une idée. Et si la voiture de Bond pouvait simplement changer de plaque pour échapper à toute identification? La DB5, dans le film, arbore 3 plaques différentes, françaises, suisses et britanniques, ce qui permet à Bond de se fondre dans la masse sans éveiller les soupçons selon les pays. C'est un exemple parfait de la façon dont les meilleurs détails du cinéma naissent parfois des moments les plus ordinaires du quotidien. Numéro 16. Le film remboursa son budget en 2 semaines. Goldfinger coûta environ 3 millions de dollars à produire, soit l'équivalent des budgets cumulés de Dr. No et Bon baiser de Russie. C'était un pari considérable pour les producteurs. Ce pari fut remboursé de façon spectaculaire. Le film récupéra l'intégralité de son budget de production en seulement 2 semaines après sa sortie. Il fut tellement populaire que certaines salles le projetèrent 24 heures sur 24 pour répondre à la demande du public. Le livre Guinness des records le reconnut comme le film ayant généré le plus de recettes dans le moins de temps de toute l'histoire du cinéma jusqu'alors. Goldfinger ne fut pas seulement un succès, il créa un phénomène culturel qui transforma Bond d'un personnage de cinéma populaire en icône mondiale. La fameuse Bondmania commença précisément ici. Numéro 15. Honor Blackman fut la plus âgée des Bond Girls. Honor Blackman avait 37 ans lorsqu'elle fut choisie pour incarner Pussy Galore, ce qui faisait d'elle l'actrice la plus âgée à tenir un rôle principal de Bond Girl jusqu'alors, un record qui tint pendant des décennies. Blackman quitta son rôle vedette dans la célèbre série britannique Chapeau melon et bottes de cuir pour accepter le personnage, et elle apporta avec elle la véritable formation au judo acquise pendant la série. Cette compétence physique fut essentielle au rôle, notamment dans la fameuse scène de la grange où Galore envoie Bond au tapis. Numéro 14. Le passé nazi de Goldfinger. Le film fut interdit en Israël pendant plusieurs années après qu'on découvrit que Gert Freub avait été membre du parti nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Freub lui-même nourrissait de sérieuses réserves à l'égard d'une scène dans laquelle Goldfinger utilise un gaz neurotoxique, craignant qu'elle puisse évoquer les images des camps de concentration au vu de sa nationalité allemande. L'interdiction tint jusqu'à ce qu'une famille juive d'origine allemande prenne publiquement la défense de Freub. Ils révélèrent que pendant la guerre, il avait caché et protégé des Juifs de la persécution nazie, au péril de sa propre vie. L'interdiction fut levée peu après. C'est l'une de ces histoires profondément humaines et complexes qui se cachent derrière la surface brillante d'un film d'espionnage. Un rappel que même dans le monde du divertissement, la vraie histoire projette des ombres très longues. Numéro 13. Le réalisateur qui inventa la personnalité de Q, Desmond Llewellyn, avait déjà interprété Q dans Bon baiser de Russie, mais le personnage ne prit vraiment vie qu'à partir de Goldfinger. Ce fut grâce à un coup de génie de mise en scène de Guy Hamilton. Alors que Llewellyn se préparait pour la scène du laboratoire où Bond reçoit ses gadgets, il avait prévu de se lever respectueusement à l'entrée de Bond dans la pièce. Hamilton l'arrêta net et lui dit d'interpréter le personnage comme si Q méprisait profondément Bond, de le voir comme un agent irresponsable qui s'emparait d'équipements coûteux, les maltraitait et ne les rendait jamais. Cette unique instruction créa la dynamique iconique entre Q et Bond, qui traverserait des décennies, plusieurs acteurs et des époques très différentes. Chaque regard agacé, chaque soupir excédé que Q lance dans n'importe quel film de Bond depuis lors trouve son origine dans ce moment précis sur le plateau de Goldfinger. Le nom provocateur du personnage faillit d'ailleurs provoquer un scandale lors de la tournée promotionnelle du film. On raconte que lorsque Blackman se présenta à un événement de presse et prononça le nom de son personnage avec un calme parfaitement imperturbable, les journalistes ne savaient plus s'il fallait rire ou rougir. Numéro 12. La première perruque de Connery. Sean Connery avait commencé à perdre ses cheveux à 21 ans. Pendant le tournage de Dr. No et Bon baiser de Russie, l'équipe de production avait réussi à le dissimuler grâce à des angles de caméra astucieux et un bon travail de coiffure. Mais quand la production de Goldfinger commença, sa chevelure s'était trop clairsemée pour qu'on puisse continuer à le cacher.
Goldfinger fut le premier film dans lequel Connery porta une perruque en tant que James Bond, une pratique qui se poursuivit pour le reste de son passage dans le rôle. C'est l'un de ces détails des coulisses qui surprend toujours, car Connery a toujours dégagé une image d'élégance naturelle et sans effort. L'homme qui a défini la virilité au cinéma portait un postiche dès son troisième film en tant que Bond. Numéro 11. La voiture qui aurait pu ne pas être une Aston Martin. L'Aston Martin DB5 est aujourd'hui synonyme de James Bond, mais elle a failli ne jamais apparaître dans le film. Dans le roman d'Ian Fleming, Bond conduit une Bentley. Les scénaristes conservèrent d'abord cette option, puis envisagèrent une Jaguar, une Ferrari et même une Alfa Romeo avant de se décider pour l'Aston Martin. Et voici la partie que personne n'attendrait. Aston Martin ne voulait pas participer. La marque factura même à la production le prix des deux véhicules utilisés pendant le tournage. Mais après que Goldfinger devint un phénomène mondial et que la DB5 fut présentée comme la voiture la plus célèbre du monde, les ventes de la marque grimpèrent de 50%. À partir de ce moment-là, Aston Martin ne factura plus jamais un seul centime au producteur de Bond pour quelque raison que ce soit. Un seul film transforma une collaboration contrainte en l'un des partenariats de marque les plus durables de l'histoire du cinéma. Numéro 10. Fort Knox était interdit d'accès. Les scènes culminantes à l'intérieur de la chambre forte de Fort Knox comptent parmi les moments visuellement les plus spectaculaires du film. Mais voilà le problème. Personne dans l'équipe de production ne put jamais pénétrer dans le vrai Fort Knox. Le département du Trésor des États-Unis refusa catégoriquement l'accès pour des raisons de sécurité. Le chef décorateur Ken Adam construisit donc l'intégralité des décors intérieurs de zéro au studio Pinewood, en se basant uniquement sur des recherches documentaires et son imagination. Le décor était si convaincant qu'un garde permanent fut posté sur place pour éviter que quiconque ne vole les lingots d'or de pacotille. Et dans un retournement merveilleux, le responsable de la sécurité du vrai Fort Knox adressa à Adam une lettre personnelle, félicitant l'équipe pour la précision de sa reconstitution. Ils avaient dit dans le mille avec un bâtiment qu'ils n'avaient jamais vu de leurs propres yeux. Numéro 9. L'actrice peinte en or fit la couverture de Life. L'image de Shirley Eaton, recouverte de la tête aux pieds de peinture dorée, devint l'une des icônes visuelles les plus reconnaissables des années 60. L'application de la peinture dura environ 90 minutes. Eaton accepta le rôle seulement après qu'on lui eut assuré que la nudité serait traitée avec discrétion. L'image qui en résulta fut si saisissante qu'Eaton apparut en couverture du magazine Life en novembre 1964. Malgré un rôle relativement secondaire dans le film, cette seule image en fit un phénomène culturel. Elle donna également naissance à l'une des légendes urbaines les plus tenaces du cinéma, à savoir qu'Eaton serait morte asphyxiée par la peinture, parce que le corps aurait besoin de respirer à travers la peau. Le mythe circula pendant des années, mais il est entièrement faux. Shirley Eaton est bien vivante. La peau ne respire pas de cette façon. Tant qu'on peut le faire normalement par le nez et la bouche, il n'y a aucun danger. Numéro 8. Sean Connery ne mit jamais les pieds sur le sol américain. Ce détail laisse tout le monde bouche bée. Bien que des scènes importantes se déroulent à Miami et dans le Kentucky, Sean Connery ne se rendit jamais aux États-Unis pour tourner Goldfinger. Chaque plan dans lequel Bond apparaît sur le sol américain fut filmé au studio Pinewood, en banlieue de Londres, grâce à la rétroprojection et à des décors construits avec un soin minutieux. Et il existe un indice visuel qui le trahit clairement. Lorsque Bond abaisse un interrupteur pour allumer la lumière et découvrir le corps doré de Jill Masterson, il actionne le commutateur vers le bas pour l'allumer. C'est ainsi que fonctionnent les interrupteurs au Royaume-Uni. Aux États-Unis, on les pousse vers le haut. C'est un détail infime qui échappa aux réalisateurs, mais que les fans les plus attentifs se délectent de repérer depuis des décennies. Numéro 7. Le producteur trouva la chanson affreuse. Après que Shirley Bassey eut tout donné devant le micro en enregistrant le thème de Goldfinger, le producteur Harry Saltzman eut une réaction assez différente. On raconte qu'il la qualifia de pire chanson qu'il ait jamais entendue de sa vie, ajoutant quelques mots nettement peu diplomatiques pour bien faire comprendre à quel point il la détestait.
Saltzman alla jusqu'à envisager sérieusement de retirer la chanson du film. Par chance, son coproducteur Cubby Broccoli et le compositeur John Barry se battirent pour la conserver. L'histoire, bien sûr, leur donna raison. La chanson devint le seul hit de Bassey dans le top 10 du Billboard Hot 100 aux États-Unis, atteignant la 8e place. L'album de la bande originale atteignit la première place. Et en 2008, le single fut intronisé au Grammy Hall of Fame. Parfois, les meilleures décisions créatives sont précisément celles qui ont failli ne jamais voir le jour. Numéro 6. Jimmy Page joua sur l'enregistrement. C'est un détail que même les fans de musique les plus acharnés ignorent généralement. Parmi les musiciens de studio ayant joué sur le thème de Goldfinger se trouvait un jeune guitariste alors relativement inconnu du nom de Jimmy Page, des années avant qu'il ne fonde Led Zeppelin et ne devienne l'un des musiciens de rock les plus influents de l'histoire. Big Jim Sullivan, le légendaire guitariste à l'origine du riff principal du thème de James Bond, joua la guitare principale, tandis que Page contribua à la guitare rythmique aux côtés de Big Jim Sullivan. Page se souvint par la suite d'être resté sans voix lorsque Bassey arriva en studio et livra cette performance vocale d'une telle puissance. C'est une intersection remarquable de forces culturelles, le monde de James Bond et le futur du rock partageant le même studio d'enregistrement la même nuit, en 1964. Numéro 5. Shirley Bassey faillit s'évanouir. La chanson de Goldfinger est pour beaucoup le meilleur thème de toute la saga Bond, mais l'histoire derrière cette note finale légendaire est presque aussi dramatique que la chanson elle-même. Shirley Bassey enregistra le titre lors d'une session qui dura toute la nuit, et le compositeur John Barry exigeait prise après prise, non pas en raison de problèmes vocaux de Bassey, qui chantait de façon impeccable, mais à cause de défaillances techniques et d'erreurs dans l'orchestre. Le véritable défi arriva avec cette note finale, tenue pendant un laps de temps presque inhumain. Bassey la maintint jusqu'à embleuir, les yeux rivés sur Barry, qui continuait à lui faire signe de tenir encore une seconde. Entre les prises, elle se cacha derrière un paravent dans le studio et retira son soutien-gorge pour pouvoir respirer plus librement. Quand elle y parvint enfin, elle faillit s'effondrer. Cette puissance brute et presque désespérée qu'on entend à la fin de la chanson, c'est le son d'une femme qui pousse son corps jusqu'à ses limites absolues. Numéro 4. Le laser qui a tout changé. L'une des scènes les plus célèbres de toute l'histoire du cinéma, Bond attaché sur une table dorée tandis qu'un rayon laser avance lentement vers lui, a failli ne pas exister telle que nous la connaissons. Dans le roman original d'Ian Fleming, l'arme est une scie circulaire. Les scénaristes ont initialement conservé cette idée, mais quelqu'un dans l'équipe s'est rendu compte que ce procédé était déjà usé jusqu'à la corde, vu et revu dans les serials d'aventure et les films de série B. Ils l'ont donc remplacé par quelque chose que le public n'avait encore jamais vu, un rayon laser. En 1964, les lasers représentaient une technologie de pointe que la plupart des spectateurs ne connaissaient qu'à peine de nom. L'effet a été obtenu de façon entièrement pratique, en combinant effets spéciaux et montage très ingénieux. Cette seule décision créative a transformé une scène de thriller plutôt conventionnelle en un moment véritablement révolutionnaire et a offert à la saga Bond l'une de ses images les plus durables. Numéro 3. La brûlure d'Oddjob était réelle. L'engagement de Sakata envers son rôle a failli lui coûter très cher. Pendant le tournage de la scène où Oddjob meurt électrocuté dans la chambre forte de Fort Knox en tentant de récupérer son chapeau, Sakata s'est grièvement brûlé la main avec l'accessoire. Le chapeau métallique s'était chauffé à un niveau dangereux à cause des effets électriques de la scène. Mais ce qui a fait de Sakata une légende au sein de l'équipe de tournage, c'est ce qu'il a fait ensuite. Il a refusé de lâcher le chapeau. Il a enduré la douleur brûlante, chapeau en main, jusqu'à ce que le réalisateur Guy Hamilton crie « Coupez ». Sakata ne voulait pas gâcher la prise. Un tel niveau de dévouement est rare à n'importe quelle époque du cinéma, mais qu'il vienne d'un acteur débutant sur un tournage de James Bond en 1964 le rend vraiment extraordinaire. La douleur que l'on voit sur son visage dans cette scène est absolument authentique. Numéro 2. Oddjob a été découvert dans une émission de catch. Trouver l'homme idéal pour incarner Oddjob, le sbire silencieux et terrifiant de Goldfinger,
aurait pu être un casse-tête. Au lieu de ça, il a fallu à peine 5 minutes au réalisateur Guy Hamilton. Un soir, alors qu'il regardait la télévision, Hamilton est tombé sur Harold Sakata, ancien médaillé d'argent olympique en haltérophilie, en train de jouer les méchants dans une émission de catch. Le public le huait sans pitié, et Hamilton a vu exactement ce qu'il lui fallait. Une silhouette physiquement imposante, capable d'inspirer la peur sans prononcer un seul mot. Sakata n'avait jamais joué auparavant, mais Hamilton a tiré parti de son physique et de sa façon très particulière de se mouvoir pour construire le personnage à partir de zéro. Chaque geste qu'Oddjob fait à l'écran vient directement de Sakata. C'est l'un de ces accidents de casting parfaits, impossibles à fabriquer ou à reproduire. Un véritable athlète devenu l'un des sbires les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Numéro 1. Le méchant qui ne parlait pas anglais. Il y a quelque chose que la plupart des fans n'auraient jamais imaginé. Gerd Freub, l'homme qui a donné à Auric Goldfinger une présence aussi menaçante que magnétique, ne savait pratiquement pas dire 4 mots d'anglais. Le producteur Cubby Broccoli l'avait vu jouer un tueur d'enfants dans le thriller allemand. Ça s'est passé en plein jour et avait compris aussitôt qu'il tenait son méchant. Mais lorsque le réalisateur Guy Hamilton l'a rencontré sur le plateau, il a découvert que l'acteur ne maîtrisait que quelques salutations basiques en anglais. Au lieu de chercher un autre interprète, l'équipe a pris une décision risquée. Freub a appris tous ses dialogues phonétiquement, en répétant chaque son sans en comprendre le sens. Choose your next witticism carefully, Mr. Bond. It may be your last. Toute sa prestation a ensuite été doublée par l'acteur anglais Michael Collins. Hamilton l'a entraîné à accélérer son débit de parole pour que les mouvements des lèvres correspondent parfaitement au doublage. Le résultat, c'est l'un des méchants les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, incarné par un homme qui n'avait pas la moindre idée de ce qu'il disait. Et maintenant, un petit défi. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, prouve-le. Laisse un lingot d'or dans les commentaires et dis-nous quel est ton film préféré de la saga. Est-ce qu'on devrait faire Opération Tonnerre pour la prochaine ou tu préfères qu'on plonge dans une autre ère de Bond? Donne-nous ton avis ci-dessous, on lit absolument tout. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi si la vidéo t'a plu et on se retrouve à la prochaine.